Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 7 octobre 2025 et notre cher ami, le professeur Mohammad Marandi, est de retour parmi nous. Bon retour, professeur Marandi. Merci Nima. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir et un honneur d'être dans votre émission. Commençons, professeur Marandi, par le 7 octobre. Il y a 2 ans, jour pour jour, quelque chose s'est produit en Palestine qui a totalement changé le visage de Gaza. Quand on regarde Gaza aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant le 7 octobre. En observant Israël, la manière dont ils ont tout détruit à Gaza, peuvent-ils vraiment dire qu'ils ont atteint leur objectif? Le gouvernement Netanyahou peut-il affirmer « Nous sommes en train de gagner » ? Si l'on revient au début, lorsque le régime israélien a décidé de commettre un génocide, il disait que ce serait terminé très rapidement, qu'ils allaient massacrer ces Amalek et anéantir les Palestiniens, qu'il n'y avait pas d'innocents. Nous nous souvenons de ce que leurs dirigeants disaient. L'intention de mener un holocauste, un génocide, était bel et bien présente. Quiconque consulte la plainte sud-africaine soumise à la CIJ, disponible en ligne, il suffit de lire les premières pages, voit clairement qu'ils avaient l'intention d'exterminer le peuple palestinien et d'expulser les survivants. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Même si l'intention était d'anéantir le peuple, ils ont échoué lamentablement sur 2 plans. Premièrement, disons-le sur le plan militaire. Ils ont échoué, car après 2 ans, ils ne peuvent toujours pas affirmer avoir vaincu le Hamas, le djihad islamique palestinien et les autres alliés qui luttent ensemble pour combattre le régime israélien et défendre Gaza. Ils n'ont pas été capables de le faire. De plus, sur le plan économique, ils ont échoué, car la situation à l'intérieur de la Palestine occupée est bien pire aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Mais à un autre niveau, plus important encore, l'image du régime israélien à travers le monde a été détruite. Cette guerre dure depuis presque un siècle, au moins depuis la Nakba, lorsque nous avons assisté au génocide perpétré contre le peuple palestinien, avec près d'1 million de personnes expulsées de leurs terres à une époque où la population mondiale était bien plus réduite. Beaucoup ont été forcés d'aller à Gaza. Beaucoup sont allés dans des camps de réfugiés en Jordanie, au Liban, en Syrie et ailleurs. Cela dure depuis de nombreuses décennies. Bien sûr, contrairement à ce que les médias occidentaux et les élites occidentales aiment dire, cela ne dure pas depuis des milliers d'années. C'est absurde. Ces Juifs ashkénazes ne sont pas des Sémites. Ce sont des Européens. Ils sont venus en Palestine, ont progressivement pris le contrôle, ont commis un génocide et ont fondé un pays. C'est un conflit dont on peut dire qu'il dure depuis au moins 3/4 de siècle. Mais les Israéliens ont toujours appliqué les mêmes politiques. Nettoyage ethnique, apartheid et bien sûr, meurtre de masse. Et, dans de nombreux cas, génocide. Mais depuis le 7 octobre, ce génocide a un élément unique. Il est diffusé dans le monde entier. Les gens voient cela sur leur fil d'actualité sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi les Américains ont retiré TikTok à ses propriétaires privés pour le donner aux sionistes, espérant que si les images disparaissent des réseaux sociaux, les Israéliens pourront poursuivre le génocide sans difficulté. Voilà à quel point les États-Unis sont sinistres. Voilà à quel point l'Occident, en général, est sinistre. Ils sont entièrement du côté des élites. Ils soutiennent le génocide. Ils essayent simplement de trouver un moyen de le laisser se poursuivre, sans trop de résistance de la société. Mais ce qui s'est passé, c'est que le régime a perdu sa légitimité. Il y a eu un éveil mondial sur la question de la Palestine. Les gens reconnaissent que le régime israélien est brutal et barbare, et que la grande majorité des sionistes sont génocidaires,
selon leurs propres sondages. Are genocidal according to their own polls. So this defeat, I think, is much more important. Donc cette défaite, je pense, est bien plus importante que la défaite sur le champ de bataille. L'absence de victoire, disons, sur le champ de bataille. La délégitimation du régime israélien est quelque chose que les Palestiniens, les militants et les experts du monde entier essayent de mettre en évidence. Mais les médias occidentaux, extrêmement puissants, et l'Occident étant extrêmement puissant, surtout par le passé, ont empêché ces arguments d'atteindre un public plus large. Mais cela a complètement changé. Les 2 dernières années ont été extraordinaires. D'un côté, on voit la destruction totale de Gaza, le massacre de centaines de milliers de Palestiniens. Je veux dire, ces chiffres officiels sont bien sûr extraordinaires, très loin de la vérité. Of course, nowhere near the truth. The official figures declared by the Palestinian. Les chiffres officiels déclarés par le ministère palestinien de la Santé ne concernent que les corps qui ont été transportés dans les morgues et les hôpitaux et qui ont été identifiés. Ils n'incluent pas les innombrables personnes encore sous les décombres. Ils n'incluent pas non plus celles qui meurent du cancer ou par manque de médicaments, ni celles qui succombent plus tard à de petites blessures entraînant des infections et la mort. Des centaines de milliers de Palestiniens ont été exterminés dans cet holocauste, et il se poursuit. C'est un fait. Mais Israël n'est plus perçu comme légitime. La haine envers le régime israélien existe aux États-Unis, et maintenant nous voyons leur dernier bastion, c'est-à-dire les États-Unis, commencer à s'effondrer. Tout est en train de se désagréger. It is falling apart. We've seen the left, the liberals. Nous avons vu la gauche, les libéraux, s'éloigner et devenir hostiles. Nous avons vu de nombreux jeunes juifs s'éloigner du sionisme. Et maintenant, plus récemment, nous voyons la droite s'en éloigner. Nous avons vu Candace Owens et Tucker Carlson. Et maintenant, le meurtre de Charlie Kirk soulève d'énormes questions sur les raisons de sa mort et sur l'identité de son assassin. Le récit officiel fourni par le FBI a été discrédité. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais nous venons de voir ce que Candace Owens a publié à propos du fait que, 48 heures avant son meurtre, il s'était détaché des sionistes et s'éloignait du camp sioniste. Et puis, bien sûr, il y a Epstein. Et tous ces éléments réunis rendent la situation du régime israélien très difficile. Ils deviennent complètement isolés, même parmi les gens ordinaires en Occident. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est bien plus sombre. Les conflits qui nous entourent, qu'il s'agisse de la guerre commerciale et tarifaire, de la guerre en Ukraine, des menaces constantes de guerre du régime israélien ou des guerres menées dans la région, la destruction de la Syrie par une coalition dirigée par les États-Unis avec l'aide de Netanyahou et d'Erdogan, un traître à la cause palestinienne, tout comme le Qatar, un autre traître à la cause palestinienne. Voilà un autre élément de ces 2 dernières années. Tous ces faux partisans de la cause palestinienne ont été démasqués. Le Fatah, avec son immense richesse, a financé de nombreux intellectuels, médias, centres religieux, chaînes de télévision, sites web et divers canaux Telegram. Ils ont été démasqués et ils l'ont été en Syrie. Eux, avec Erdogan, l'Arabie Saoudite et d'autres, ont pendant de nombreuses années exploité le sectarisme en Syrie à la demande des États-Unis. Je veux dire, le sectarisme dans notre région est quelque chose que les Israéliens et les États-Unis utilisent depuis des décennies. Ils l'ont utilisé en Afghanistan avec la création du wahhabisme et du salafisme au Pakistan et en Afghanistan. Ils ont fait la même chose en utilisant ces forces extrémistes en Libye puis en Syrie. Tout cela relève de la stratégie du diviser pour régner. Et bien sûr, ces régimes qui se trouvent dans le camp américain utilisent le sectarisme, la haine religieuse et la haine raciale. Au fil des années, si quelqu'un a analysé ces chaînes arabes financées par des régimes riches en pétrole et en gaz du Golfe Persique, la haine raciale dans leurs récits a été extraordinaire.
Leur haine religieuse et sectaire servait tout un objectif, celui de diviser pour mieux régner, dans le cadre des intérêts américains et israéliens. Bien sûr, ils obtiennent leur part du gâteau, mais la plus grande partie revient au régime israélien, comme on le voit actuellement en Syrie. Les Israéliens ont l'avantage, et Erdogan a peur du régime israélien. Mais en tout cas, ce sont des jours sombres à travers le monde, et particulièrement dans notre région. Le régime israélien se trouve dans une situation très difficile. Les médias occidentaux aiment dire qu'Israël a remporté les guerres, mais il n'a gagné aucune guerre. Le seul endroit où il a eu un certain succès serait la Syrie. Au Liban, ils n'ont pas gagné la guerre. Au Yémen, ils n'ont pas gagné la guerre. À Gaza, ils n'ont pas gagné la guerre. Contre l'Iran, ils n'ont certainement pas gagné la guerre. Et en Syrie, je pense que tout le monde a perdu. Ce qu'Erdogan, le Qatar, les États-Unis et le régime israélien ont fait, c'est créer un trou noir qui leur coûtera cher à tous, et cela justifie également la résistance. Cela a justifié Sayed Hassan Nasrallah. C'est donc un autre niveau de prise de conscience. Les gens comprennent désormais pourquoi l'axe de la résistance s'opposait à l'opération Timber Sycamore et comment ces régimes du camp américain utilisaient le sectarisme pour convaincre les populations de se retourner contre la résistance. En somme, Erdogan aidait le régime israélien. Le Qatar, comme toujours, aide le régime israélien. Et bien sûr, leurs réseaux bien financés à travers le monde ont soutenu le régime israélien, même s'ils prétendent être des partisans de la Palestine. Certains d'entre eux le sont peut-être réellement, mais ils ferment les yeux sur la réalité qu'en Syrie, ils poursuivaient un agenda israélien fondé sur leur propre haine sectaire et leur sectarisme irrationnel. Nous savons que Donald Trump a présenté son nouveau plan. Il l'a appelé son plan de paix, le soi-disant plan de paix qu'il souhaite mettre en œuvre. Mais il ne semble pas que Netanyahou soit d'accord avec ce dont parle Donald Trump. Car après tout, ils devraient se retirer de Gaza s'ils veulent parvenir à un accord avec les Palestiniens. Or, ce n'est pas le cas dans l'esprit d'Israël, ni dans celui du gouvernement Netanyahou. Comment percevez-vous la manière dont Donald Trump a décrit la région? Il dit que depuis plus de 3000 ans, ils n'ont pas connu la paix, qu'ils n'ont connu aucune forme de stabilité ou de paix dans la région. Il déforme profondément la réalité du Moyen-Orient, car c'est une région ancienne. Depuis des milliers et des milliers d'années, les peuples y ont vécu ensemble. Quelle est votre interprétation de cela? Eh bien, Trump est totalement ignorant, et il ne faut pas sous-estimer cela. Les personnes qui l'entourent sont également très ignorantes. En réalité, au cours de la dernière décennie, ou plutôt des dernières semaines, j'ai parlé à plusieurs hauts responsables russes et à des Russes influents, ainsi qu'à des personnalités chinoises influentes. Et tous disaient la même chose. L'administration Trump a littéralement expulsé tous les experts de la Chine et de la Russie. D'après ce que j'ai compris, ils ont fait la même chose avec leurs soi-disant experts de l'Iran. Non pas que ces experts de l'Iran aient vraiment été des experts, mais même avec leur compréhension déformée de notre région et de l'Iran, et leur vision complètement biaisée du monde, au moins, ils savaient quelque chose. Ils savaient 2 ou 3 choses, mais les nouveaux venus sont tout simplement d'une ignorance totale. Trump s'est entouré de sionistes et de néoconservateurs, qui sont en gros la même chose, un seul grand mouvement, ainsi que de personnes complètement ignorantes de cette partie du monde. Son ignorance est aggravée par la leur. Je ne suis pas tout à fait sûr de pouvoir dire que Trump et Netanyahou sont en désaccord l'un avec l'autre, car nous avons entendu ces histoires selon lesquelles, sous Biden, Netanyahou et Biden avaient des différends et que Biden était frustré par la situation.
puis nous avons entendu la même chose à propos de Trump. Mais au final, rien n'a changé. Et les États-Unis ont continué à apporter leur plein soutien au régime israélien. Je pense personnellement que ce plan de Trump visait à aider le régime israélien et qu'il s'agissait d'un signe que ce régime est en train de perdre. Car si Netanyahou était en train de gagner la guerre à Gaza, enfin, ce n'est pas une guerre, c'est un holocauste. Mais s'il réussissait à éliminer la résistance à Gaza, alors pourquoi aurait-il besoin d'un cessez-le-feu? Pourquoi aurait-il besoin d'un plan de paix? C'est un signe de faiblesse. Cela montre que le régime est en difficulté et que les États-Unis, en tant que régime qui soutient les Israéliens jusqu'au bout, sont eux aussi en grande difficulté. Encore une fois, les divisions aux États-Unis sont énormes. Nous voyons comment des troupes sont désormais envoyées dans différentes villes, comment la liberté d'expression est sapée, comment la liberté de réunion et de manifestation est affaiblie, et comment les instruments d'accès à l'information sont de plus en plus contrôlés par les sionistes. Il se passe beaucoup de choses aux États-Unis. Et puis, comme je l'ai dit, Charlie Kirk, son affaire, Epstein, même les questions entourant JFK, une personne très importante, très influente aux États-Unis, a dit à un ami à moi qu'en ce qui concerne les dossiers JFK, ceux liés à Israël n'ont pas été publiés. Je considère cela comme très crédible. Si je vous disais qui était la source, vous seriez d'accord. Les problèmes à l'intérieur des États-Unis s'aggravent, et les problèmes à l'intérieur de la Palestine occupée s'aggravent également. À mon avis, ce plan de paix est un signe de faiblesse. Mais ils essaient d'en faire une occasion de forcer les Palestiniens à capituler, à accepter la défaite. Je pense que la résistance dirigée par le Hamas a fait un choix intelligent. Leur réponse a été soigneusement élaborée. De toute évidence, ils ont discuté avec les Iraniens, le Hezbollah et d'autres. Et le Hezbollah, l'Iran et Sayed Nasrallah ont tous apporté leur plein soutien à la déclaration du Hamas, tout comme d'autres groupes tels que le Jihad islamique palestinien. C'est une déclaration bien conçue, car ils veulent s'assurer que la communauté internationale continue de reconnaître que c'est le régime israélien qui ne veut pas la paix et que les États-Unis ne sont pas sincères. S'ils avaient rejeté le plan de Trump, parce que Trump, bien sûr, est lui-même un monstre génocidaire, alors certains auraient pu dire qu'il y avait une chance pour la paix et que les Palestiniens n'en voulaient pas. Donc, ils étaient responsables de ce qui se passerait ensuite. Mais en l'acceptant avec certaines conditions, ils ont pu renforcer leur position et placer le peuple américain, les Américains et les sionistes dans une situation difficile. Mike Pompeo a déclaré hier sur Fox News, si je ne me trompe pas, que l'Iran est derrière tout cela et qu'il dicte à Hamas comment se comporter et comment décider de l'avenir du conflit. Mais quel est le lien? Quelle est la nature de la relation entre l'Iran et le Hamas? Y a-t-il une part de vérité dans ce qu'il dit? Non, l'Iran n'impose jamais rien au Hamas, au Hezbollah, à Ansarullah, au djihad islamique palestinien ou aux forces de mobilisation populaire en Irak. Ce n'est pas la nature de leur relation, et c'est précisément ce que l'Occident comprend complètement de travers. C'est pourquoi ils se trompent toujours. Les supplétifs ne retiennent pas une offensive du régime israélien dans le sud du Liban, à Gaza ou au Yémen. Les Américains, avec les Saoudiens et les Émiratis, ont mené une guerre contre Ansarullah pendant 7 ans, avec le soutien de tout l'Occident, ainsi que des dictatures du Golfe Persique et de la Turquie. Ils ont mené une guerre génocidaire contre le peuple yéménite, et cela n'a servi à rien.
Ce n'est pas ainsi qu'un proxy fonctionne. S'ils étaient des proxys, tout d'abord, ils disposeraient d'infiniment moins d'argent que l'Occident, et que ces dictatures arabes de la région, des dictatures riches en pétrole et en gaz. Leurs proxys seraient donc capables de vaincre ces proxys, s'ils en étaient vraiment. Ce ne sont pas des proxys. Ce sont des personnes qui ont des convictions. Elles croient en la libération. Elles croient en la justice. Et elles sont toutes unies dans leur conviction que l'hégémonie occidentale n'est pas légitime. Le suprémacisme ethnique n'est pas légitime. Sur le plan idéologique, elles estiment devoir soutenir les opprimés. Leurs croyances religieuses, leurs convictions culturelles, tout cela les conduit à être unis dans la défense de la cause du peuple palestinien. Donc, pour lui, je suis sûr qu'il le sait. Je veux dire, c'est une personne sinistre, mais il a été à la tête de la CIA, donc il connaît ces choses-là. Et il y a une différence entre l'Iran et bien sûr la Turquie sous Erdogan, le Qatar et les autres, comme l'Égypte et ceux qui ont signé cette lettre glorifiant le soi-disant plan de paix de Trump. Ils ont fait pression sur le Hamas pour qu'il accepte les conditions. Ils n'ont jamais donné au Hamas une seule balle. Ils n'ont jamais rompu leur lien avec le régime israélien. Ils n'ont jamais étranglé le régime par un embargo, ni cessé de faire des affaires et du commerce avec lui. Au lieu de cela, ils ont fait pression sur le Hamas pour qu'il accepte le plan de capitulation de Trump. Mais ce que fait l'Iran, c'est continuer à soutenir le Hamas et le djihad islamique palestinien, de manière que toi et moi ignorons, secrètement bien sûr par des tunnels ou autres. Il continue de les soutenir, tout comme il continue de soutenir le Hezbollah, Ansarullah et d'autres. Donc non, ce sont des alliés. Les Iraniens estiment que le peuple palestinien mérite d'être traité comme des êtres humains, et c'est quelque chose que l'Occident rejette. Nima, c'est très clair. Depuis 50 ans, l'Occident s'oppose à l'Iran. La raison est double. Il y a deux raisons. La première, c'est que l'Iran est indépendant, contrairement à tous les autres acteurs de la région. La deuxième raison est l'opposition de l'Iran à l'ethnosuprémacisme. C'est tout. L'Occident soutient l'ethnosuprémacisme. L'Iran s'y oppose. L'Occident soutient le génocide. L'Iran s'y oppose. L'Occident soutient le racisme. L'Iran s'y oppose. C'est pour cela qu'ils s'en prennent à l'Iran depuis 5 décennies. Voilà les véritables raisons. Parce qu'ils soutiennent l'ethnosuprémacisme. Ils soutiennent le génocide. Ils soutiennent l'extermination du peuple palestinien. C'est très clair. Ils soutiennent l'extermination du peuple palestinien depuis 2 ans maintenant. Ils la soutiennent, non pas qu'ils y soient indifférents, ni qu'ils soient contrariés, mais impuissants à agir. Non, ils le soutiennent. Le silence des journalistes occidentaux. Les journalistes occidentaux ne sont pas différents des journalistes nazis dans l'Allemagne nazie. Les journalistes des médias traditionnels, ils sont tous pareils. Ils font partie de ce génocide. Ils en sont les soldats. Il en va de même pour leurs diplomates. Tous ces diplomates occidentaux dans les pays de notre région et à travers le monde promeuvent la position occidentale. Ils font partie de ce génocide. Un diplomate britannique en poste à Téhéran fait partie du génocide. Un diplomate français en poste au Brésil fait partie de ce génocide, parce qu'ils n'ont pas démissionné, ils n'ont pas protesté. Les journalistes qui restent silencieux, qui parlent d'autres sujets, mais refusent de défendre le peuple palestinien, ils font partie de ce génocide. Un ancien joueur de football britannique défend la Palestine, et les journalistes ne peuvent pas le faire. Il est prêt à en payer le prix, mais les journalistes ne le sont pas. Ils sont complices. Ils sont les soldats de ce génocide. Le fait est que leur opposition à l'Iran vient du fait que l'Iran soutient le peuple palestinien et qu'il ne l'abandonnera pas. Même maintenant, après la guerre, l'Iran se prépare au cas où le régime israélien ou celui de Trump attaquerait à nouveau.
Mais l'Iran n'abandonnera pas le peuple palestinien. But Iran won't forsake the Palestinian people. What's so problematic in the eyes of Qu'est-ce qui pose problème aux yeux de ceux qui s'expriment au nom du peuple palestinien? À mon avis, leur principale préoccupation est qu'avec ce plan de paix, Netanyahou puisse réactiver la guerre à Gaza quand il le souhaite. S'ils ne veulent pas se retirer de Gaza et souhaitent conserver le corridor de Philadelphie au sud, ce sont là des questions majeures qui doivent être abordées lors des négociations. Je ne sais pas s'il y a de réels progrès en ce moment, mais voyez-vous jusqu'à présent une quelconque influence exercée sur Netanyahou par l'administration Trump? Quelque chose qui pourrait apporter un peu d'espoir à ces populations, à ces États arabes, à ceux qui sont plus proches de l'administration Trump. Comment voyez-vous cela? Que se passe-t-il dans l'esprit de ceux qui gardent encore l'espoir de parvenir à un accord à Gaza? In terms of reaching a deal in Gaza. The problem, Nima, is that we don't know what goes on in the Le mind. problème, Nima, c'est que nous ne savons pas ce qui se passe dans la tête de Trump, ni combien de personnes pensent qu'il est mentalement malade. Ses capacités déclinent très rapidement, et il y a des signes qui le montrent. Les 2 ou 3 discours qu'il a prononcés récemment, tu sais, ce ne sont pas des discours tenus par des gens normaux. Ce n'est pas ainsi que des personnes normales s'expriment au Conseil de sécurité de l'ONU, devant des généraux, et ainsi de suite. Donc, il n'est pas très clair ce qu'il pense, à quel point il est stable, ni comment il réfléchit. Même par le passé, c'était pareil. Par exemple, la question des missiles Tomahawk. Et maintenant, la question de savoir si, par l'intermédiaire d'un partenaire européen, ces missiles Tomahawk pourraient finalement être remis à l'Ukraine, alors même que les États-Unis sous Trump s'éloignaient d'une implication directe. Mais tous ces changements de politique n'étaient pas censés se produire, d'après les propres déclarations antérieures de Trump et le langage provenant de la Maison-Blanche. Il est donc clair qu'il s'agit d'une personne instable. Nous l'avons vu le jour de la libération, lorsqu'il a imposé tous ses tarifs douaniers, qu'il a presque immédiatement dû reculer vis-à-vis de la Chine, car ils ont constaté que le marché obligataire atteignait un seuil dangereux. Trump recule sans cesse, et il a menacé le Hamas d'anéantissement, le même mot qu'il aime utiliser pour l'Iran, à de nombreuses reprises déjà. Ce n'est pas la première fois qu'il profère de telles menaces scandaleuses. En gros, il dit « Je vais intensifier l'extermination si vous ne faites pas ce que je dis ». D'après ce que je comprends, à mes yeux, il n'y a pas de différence fondamentale entre Trump et Netanyahou. Que ce soit à cause d'Epstein ou des gens qui l'entourent, il n'a aucune boussole morale, donc il ne se soucie pas du peuple palestinien. Je ne vois pas de grand écart entre lui et Netanyahou. La seule chose qui pourrait faire tomber Netanyahou, c'est si l'établissement sioniste, la classe des donateurs, les très riches sionistes aux États-Unis, décidait qu'Israël est réellement en train d'être détruit par le maintien de Netanyahou au poste de Premier ministre. Personnellement, je pense que les dernières années ont été désastreuses pour le régime. Je pense que la classe des donateurs aux États-Unis est composée d'imbéciles. Mais il pourrait arriver un moment où ils se diront « Cela devient trop coûteux pour nous ». Ils sont génocidaires, mais ils finiront peut-être par reconnaître qu'ils sont en train de tout perdre. Ils perdent même de nombreux Américains qui les soutenaient traditionnellement. Ils ont perdu la jeunesse, et maintenant, ils vont perdre beaucoup de personnes qui, par le passé, étaient chrétiennes et ferventes partisanes du régime israélien. Ils pourraient donc estimer qu'à un certain moment, ils doivent le destituer. C'est, je pense, ce qui pourrait provoquer un changement de régime. Non pas que quiconque remplacerait Netanyahou serait meilleur que lui. Non, c'est un régime génocidaire. No, it's a genocidal regime. It's a genocidal ideology.
C'est une idéologie génocidaire. Dans l'ensemble, les sionistes en Palestine croient au génocide. Ils le soutiennent. Ce n'est pas comme si, lorsque Netanyahou partira, quelqu'un de plus raisonnable ou de plus humain viendrait le remplacer. Mais ils peuvent en venir à la conclusion qu'il faut mettre fin à cette guerre. Elle nous coûte trop cher. Elle a détruit notre crédibilité et notre image dans le monde entier. Et donc, Netanyahou doit partir. C'est possible. Les problèmes actuels au sein du régime israélien sont énormes. Et bien sûr, Netanyahou a besoin de toutes ces crises pour rester au pouvoir. Mais il pourrait arriver un moment où cela ne fonctionnera plus pour lui et où il sera renversé. Pourtant, je ne pense pas que ce sera Trump qui le fera. Vous êtes récemment allé en Russie, à la conférence de Valdai, et vous avez interrogé Poutine sur la situation à Gaza. Comment évaluez-vous la politique de la Russie concernant le conflit en Palestine? Eh bien, deux choses. La première, c'est qu'en général, lors de mes voyages en Russie, j'y suis allé à plusieurs reprises au cours des dernières années, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai visité différentes universités et différentes villes. Les gens se sont retournés contre le régime israélien. Les Juifs que je connais en Russie, j'ai au moins 3 amis juifs là-bas, s'opposent au régime israélien. Maintenant, je n'ai pas eu de discussion détaillée avec eux pour savoir s'ils rejettent complètement la légitimité d'Israël, mais ils sont très hostiles au régime dans l'état actuel des choses. Dans tout le pays, d'après ce que je comprends, les gens n'aiment pas le régime israélien. La réponse du président Poutine à ma question, que quelqu'un a tweeté et que j'ai retweeté, ne m'a pas surpris. Certains ont été déçus. Moi, je ne m'attendais à rien d'autre. J'ai parlé du génocide et de l'Holocauste, et j'ai dit que les intentions de Trump n'étaient pas bienveillantes. J'ai également évoqué la question de Blair. Proposer son nom revenait à ajouter l'insulte à la blessure. Sa réponse a été très longue. Il a parlé pendant 7 ou 8 minutes, peut-être 6 ou 7, je ne suis pas sûr. C'était une explication détaillée. En général, nous avons eu une très longue réunion avec lui, environ 5 heures. Je ne sais pas combien d'invités il y avait, peut-être 60 ou 70 invités étrangers. Il a répondu, je ne sais pas, à 10 ou 15 questions. Beaucoup de questions. Et il savait de quoi il parlait. Il est infiniment différent de Trump. Mais c'était la réponse à laquelle je m'attendais. Il était clair tout au long de la réunion qu'il ne voulait pas s'aliéner Trump. Il a dit, vous savez, il parlait de la façon dont cela pourrait fonctionner. Mais finalement, vers la fin de sa réponse, il a dit que le Hamas, vous savez, que le Hamas devrait aussi accepter cela pour que cela se produise. Donc, il a dit beaucoup de choses. Je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais ce n'était pas inattendu pour moi. C'était une réponse politique, très politique. Mais je pense qu'il est important de noter qu'il a dit que le consentement du Hamas est nécessaire pour que cela avance. Et cela, bien sûr, est un point clé. Parce que ce plan, non, maintenant, c'est moi qui parle. Ce plan n'est pas un plan de paix, c'est un plan de capitulation, c'est un plan de soumission, c'est un plan de nettoyage ethnique et de destruction permanente des Palestiniens et de leur présence à Gaza. Cependant, le Hamas et la résistance avancent leurs propres conditions pour que cela réussisse. Nous verrons donc comment les choses évolueront, mais je ne crois pas un instant que la résistance capitulera. Je pense que le fait que le président Poutine, vers la fin, ait ajouté le Hamas et parlé du Hamas, a été un élément important de sa réponse, qui n'a pas été largement commenté. Encore une fois, de nombreux militants ont été déçus, mais je ne vois aucune raison pour qu'ils aient été surpris. C'est la position de la Russie depuis le début. Et j'aimerais souligner une chose. Je promeus des liens très étroits entre l'Iran et la Russie. Je promeus des liens très étroits entre l'Iran et la Chine.
Je le fais depuis de nombreuses années. Et certains libéraux en Iran me détestent pour cela. Des libéraux pro-occidentaux. Vous le savez, vous connaissez mon passé. Vous savez ce qui se passe en Iran. Pro-Western liberals. You know this. You know my past. You know what goes on in Iran. Et vous savez, il y a des années, je me sentais assez isolé dans ces débats. Aujourd'hui, l'ambiance a changé. En Iran, beaucoup de réformistes, de conservateurs et d'indépendants sont désormais d'accord. Je pense que la majorité l'est, à l'exception d'un segment que l'on pourrait qualifier d'extrêmement libéral et pro-occidental. Tous s'accordent à dire que nous devons renforcer nos liens avec la Russie et la Chine. Cependant, je reviens à ce que j'ai dit plus tôt. Le seul pays prêt à faire des sacrifices pour le peuple palestinien, c'est l'Iran, et plus récemment, le Yémen, après l'ascension d'Ansarullah et de leurs alliés. Beaucoup de personnes pro-palestiniennes ont toujours essayé de dissimuler cette réalité par le passé, en particulier de nombreuses personnes en Occident, ainsi que beaucoup d'individus profondément sectaires, conditionnés à l'être au fil des années en raison du financement saoudien. L'Arabie saoudite s'est éloignée du wahhabisme sous Mohammed Ben Salman, mais par le passé, les Saoudiens, et plus récemment, le Qatar, la Turquie et d'autres, dans une certaine mesure, ont toujours tenté de nier cela, d'affirmer que ce n'était pas le cas. Mais en réalité, ce sont l'Iran, Ansarullah et le Yémen qui se dressent pour le peuple palestinien. Et peu importe pour les Iraniens que cela soit reconnu ou non par ces personnes profondément sectaires, ou par ces anti-iraniens, souvent de gauche en Occident, car pour l'Iran, c'est une question de principe. C'est une question morale. Et même si l'Iran est insulté et attaqué, traité de rafidi et tout le reste, il continue de soutenir la cause palestinienne. En Syrie, il s'est avéré que l'Iran avait raison. L'Iran protégeait la Syrie contre l'État islamique et Al-Qaïda pro-occidentaux. Aujourd'hui, nous voyons la relation qui se développe entre ces gens d'Al-Qaïda et de l'État islamique et les États-Unis. Nous avons vu Petraeus et Jolani dans cette sorte de démonstration d'affection, ce qui était vraiment écœurant. Et beaucoup de ces gens se sont réveillés. Beaucoup d'autres se taisent parce qu'ils n'ont rien à dire. Et ceux qui sont profondément sectaires justifieront toujours tout cela. Mais tout a été révélé. Ainsi, il ne faut pas s'attendre à ce que la Russie soit comme l'Iran. Il ne faut pas s'attendre à ce que la Chine soit comme l'Iran. Mais la position de la Russie et de la Chine est infiniment meilleure que celle des Européens et des États-Unis. Ce ne sont pas les Russes qui commettent le génocide. Ce ne sont pas les Chinois qui commettent l'Holocauste. Ce sont les Européens et les Nord-Américains, avec la complicité des pays voisins. Comment peut-on s'attendre à ce que la Russie rompe ses liens avec le régime israélien alors qu'Erdogan ne le fait pas? Comment peut-on s'attendre à ce que la Chine rompe ses liens avec le régime israélien alors que l'Égypte ne le fait pas? Comment peut-on s'attendre à ce que les pays d'Afrique et d'Amérique latine rompent leurs liens alors que les Émirats, le Maroc et la Jordanie ne le font pas? Ainsi, même si nous aimerions tous voir la communauté internationale rompre ses liens avec le régime, établir un siège, renverser la tyrannie et mettre fin à l'ethno-suprémacisme, il faut pointer du doigt ceux qui sont derrière ce génocide, ceux qui le rendent possible, et ceux qui continuent de coopérer avec le régime israélien malgré leur rhétorique. Sinon, ce que ces pays font souvent, comme le Qatar, c'est financer des bourses, construire quelques bâtiments à Gaza, ou financer l'éducation de certaines personnes, cherchant à les rendre redevables. Ils embauchent des gens dans leur think tank, financent des mosquées, et ainsi de suite. Mais il est clair que le Qatar n'est rien d'autre qu'un proxy des États-Unis. Si Trump disait aujourd'hui au Qatar de fermer Al Jazeera, pensez-vous que le Qatar attendrait jusqu'à demain? Bien sûr que non.
I think the role of Iran, as you've mentioned, Je pense que le rôle de l'Iran, comme vous l'avez mentionné, est très important pour l'axe de la résistance. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui un renforcement militaire dans la région, car il semble qu'ils veulent attaquer l'Iran. Ils amènent tout. C'est assez incroyable pour moi que le pays attaqué par Israël il y a à peine une semaine accueille maintenant des armes des États-Unis destinées à être utilisées contre l'Iran, un pays voisin. Dans quelle mesure l'Iran est-il préparé, professeur Marandi? Parce que cette fois, ce n'est pas comme la dernière fois qu'ils ont attaqué l'Iran. C'était une attaque terroriste. Ce n'était pas une guerre. Cela a commencé comme une attaque terroriste sur le sol iranien, puis les choses ont évolué vers la guerre. Mais cette fois, comment voyez-vous l'Iran? Well, there are a couple of things. First of all, Eh bien, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, la situation du régime israélien est très différente de celle de l'Iran. L'Iran a des alliés, les Russes, les Chinois et d'autres, bien sûr. Mais ces deux pays disposent de systèmes d'armes avancés. L'Iran achètera évidemment ce qui peut servir ses objectifs et fera de son mieux pour améliorer sa défense, et ainsi de suite. Mais il faut se rappeler que l'Iran achète ses armes. Il ne reçoit d'aide de personne. Le régime israélien, en revanche, reçoit de l'aide du monde occidental tout entier, directe et indirecte, sous différentes formes, et il obtient les meilleures armes que les Américains puissent offrir. the best weapons that the Americans have to offer. So obviously for Russia and China, they may Donc, évidemment, pour la Russie et la Chine, ils peuvent vendre des armes, disons à un bon prix, aux Iraniens. Je ne suis pas impliqué, donc je ne peux pas, vous savez, entrer dans les détails. Je parle simplement de manière hypothétique. Disons que l'Iran achète des armes et qu'ils obtiennent un prix correct de la part des Iraniens. Vont-ils donner leurs meilleures armes à l'Iran? Non. En général, les pays ne donnent pas leur technologie la plus récente à qui que ce soit. Les États-Unis ne donnent pas leur technologie la plus avancée aux Européens. Leur technologie la plus récente est pour eux-mêmes. Il en va de même pour la Russie, il en va de même pour l'Iran, et il en va de même pour la Chine. Mais le régime israélien fait exception à la règle. Les Américains leur donneront tout. Ils prendront leurs missiles THAAD partout dans le monde et les leur donneront. Tout ce qu'ils ont, ils le donneront au régime israélien. Même si cela nuit gravement à l'OTAN, même si cela nuit gravement à la sécurité nationale des États-Unis, ils le feront et ils l'ont déjà fait. Ainsi, le régime israélien bénéficie de cet avantage. Cependant, les Iraniens, indépendants depuis 50 ans, ont créé leur propre capacité de défense indigène. Et ces capacités de défense indigène se sont révélées très efficaces pendant la guerre. Et ces missiles étaient iraniens. Depuis la fin des combats, il n'y a pas de cessez-le-feu, seulement une suspension des hostilités. Les Iraniens ont encore renforcé leurs capacités en matière de missiles. Ils ont tiré parti de leur expérience de la guerre pour améliorer leur système, tout en étudiant leurs faiblesses afin de corriger leurs insuffisances. Maintenant, certaines choses peuvent être résolues à court terme, d'autres prendront beaucoup plus de temps, comme la défense aérienne. Vous savez, il y a différents problèmes à régler. Certains peuvent être traités relativement rapidement, tandis que d'autres demanderont beaucoup plus de temps. Et bien sûr, tout cela nécessite énormément d'argent, car encore une fois, l'Iran ne reçoit pas d'aide. L'Iran doit acheter des armes, et il est soumis à des sanctions de pression maximale. Il est sous ces sanctions depuis des décennies, et l'Occident essaye de l'étrangler. Ils ont tenté de lui lier les mains, mais l'Iran est capable, puissant, et bénéficie d'un soutien populaire. Tu sais, quand la guerre a commencé, Nima en Occident, on pensait que l'Iran allait s'effondrer, et beaucoup d'autres le pensaient aussi, car ils étaient influencés par les récits occidentaux. Quand il ne s'est pas effondré, certains analystes occidentaux ont dit
oui, tout pays attaqué, son peuple se rallie à lui. Non, ce n'est pas vrai. Quand Saddam Hussein a été attaqué, le régime s'est effondré. Quand les talibans ont été attaqués par les Américains en 2002, ils se sont immédiatement effondrés, les talibans et Al-Qaïda. Mais l'Iran était complètement différent. Pourquoi? Parce que l'Iran a toujours bénéficié d'un haut degré de légitimité aux yeux de sa population. La République islamique d'Iran a toujours eu cette légitimité. Ce qui s'est passé, c'est que les partisans de la République islamique se sont mobilisés, mais aussi une partie importante de la population qui était opposée, ou indifférente, ou sous influence occidentale. Ils ont vu que l'Occident mentait, que l'Occident était trompeur. L'Iran négociait, et pourtant ils ont attaqué et mené une offensive éclair. Puis l'AIEA a menti pour justifier la guerre, et les Européens ont blâmé l'Iran et soutenu le régime israélien. Puis, les médias libéraux, qui ont influencé de nombreuses personnes en Iran, en particulier certains jeunes, ont vu que les médias libéraux occidentaux soutenaient la guerre contre l'Iran. CNN parlait de cellules dormantes aux États-Unis, comme si les Irano-Américains représentaient une menace pour le pays. Les libéraux éveillés, qui parlaient de 1001 genres et les défendaient, désignaient désormais les Irano-Américains pour susciter la peur parmi les Américains et soutenir l'attaque génocidaire israélienne. Ils étaient donc prêts à sacrifier des gens afin de renforcer l'effort de guerre, l'agression contre l'Iran. Ainsi, ce segment de la société iranienne s'est également rallié au drapeau. L'immense majorité des Iraniens est restée ferme et ils sont descendus dans les rues sous le feu à travers tout le pays, sous le feu, appelant les forces armées, les gardiens de la révolution, l'armée, l'État, le gouvernement à riposter. C'est ce qui s'est passé. En Occident, on espérait que les gens en viendraient là, parce qu'on croyait leurs soi-disant experts de l'Iran. C'est, vous savez, comme l'aurait dit Malcolm X, ces esclaves de maison. Ou, eh bien, il utilisait un autre terme, mais restons-en à esclaves de maison. Ces saïbs bruns, ces orientaux orientalisés. Ces gens disaient à l'Occident ce qu'ils voulaient entendre, et on les croyait. Ils pensaient donc que les gens descendraient dans la rue pour soutenir Israël et l'Occident. Et cela montre à quel point l'Occident connaît mal l'Iran. Ils croient à leurs propres absurdités. Les médias occidentaux croient à leur propre propagande, et c'est pour cela qu'ils échouent, parce qu'ils ne comprennent pas l'Iran. Ils ne comprennent pas Ansarullah. Ils ne comprennent pas le Hezbollah. Qu'est-ce qui, dans ces organisations, ces gouvernements, ces peuples, les pousse à refuser de se soumettre tout en restant fidèles à la défense d'un peuple opprimé, un autre peuple, pas le leur, en faisant des sacrifices pour les autres? Les Palestiniens sont bien sûr héroïques, et ils se défendent. Mais ces entités font des sacrifices pour défendre les Palestiniens. Chacune d'entre elles pourrait conclure un accord avec l'Occident à tout moment, mais elles ne le font pas. Les Iraniens aujourd'hui sont mieux préparés qu'ils ne l'étaient lors de la dernière guerre. Si le régime israélien déclenche quelque chose, il sera rapidement vaincu, et ce sera bien pire que la dernière fois pour le régime. Je ne sais pas s'ils vont attaquer prochainement. S'ils étaient intelligents, ils ne le feraient pas. Mais c'est Netanyahou, il est toujours en crise, et son gouvernement est toujours en crise. Il a besoin de frapper pour rester au pouvoir. Mais il n'est pas clair pour moi si cela se produira bientôt, car l'Iran est prêt. Avez-vous lu l'article dans Haaretz qui expliquait comment ils ont utilisé le fils du Shah d'Iran pendant le conflit et qu'ils s'y étaient préparés? Vous savez, quand on regarde le conflit, la guerre qu'ils ont déclenchée avec l'Iran,
On a l'impression qu'ils s'y préparent depuis très longtemps. Ils ont mobilisé toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, se sentaient proches du fils du Shah d'Iran. Et quand on observe leur position à l'extérieur de l'Iran et la façon dont elles ont été utilisées par Israël, est-ce que, selon vous, c'est la même chose que ce que nous avons connu, professeur Marandi, pendant la guerre Iran-Irak? Nous avions ce groupe de personnes qui avaient quitté l'Iran après la révolution et qui ont transmis des informations à Saddam Hussein pour attaquer l'Iran. Des gens qui, d'une certaine manière, aidaient les ennemis du peuple iranien et l'avenir de l'Iran. Et la même chose se produit avec le mouvement autour du fils du Shah d'Iran. Est-ce le même cas? Prennent-ils la même direction, à votre avis? Is that the same case? Are they going to the same direction in your opinion? C'était évident dès le premier jour. Et encore une fois, cela montre simplement à quel point l'Occident ne comprend pas l'Iran. Le fils de l'ancien Shah est un bouffon, et quiconque le prend au sérieux ne connaît manifestement rien à la politique ni à l'Iran. L'OMPI à laquelle vous faisiez allusion est une organisation terroriste soutenue par l'Occident. Elle a mené des milliers d'assassinats. Certains affirment que jusqu'à 17 000 personnes ont été tuées en Iran par ce groupe lors d'attentats à la bombe, tout comme Daesh et Al-Qaïda. Pourtant, ils ont des bureaux à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Il est intéressant de voir à quel point l'Occident aime dire que l'Iran est un État sponsor du terrorisme. Mais ce sont les cimetières d'Iran, du Liban, d'Irak, du Yémen et d'ailleurs, et bien sûr de Palestine, qui sont remplis de victimes du terrorisme occidental, pas les cimetières d'Europe ou d'Amérique du Nord. Ainsi, tout comme leurs prédécesseurs ont échoué et ont été considérés comme des traîtres, le fils du Shah a lui aussi été vu comme un traître. Et tu as raison, il travaille là-dessus depuis des années. Ce n'est pas seulement le régime israélien et les États-Unis. Toutes les ambassades occidentales, en Iran et dans les pays autour de l'Iran, ont collaboré contre le pays avec certains régimes voisins de l'Iran. Toutes ces bases, celles en Turquie et dans le Golfe Persique, sont toutes utilisées contre l'Iran. Est-ce que l'un de ces régimes a fait quoi que ce soit pour l'arrêter? Ils ont tous coopéré avec les États-Unis et la Syrie en utilisant le sectarisme comme couverture pour leur coopération avec Israël. Mais la réalité, pour ceux qui avaient les yeux ouverts, était claire. Ils œuvraient contre la résistance et aidaient les Israéliens. Et bien sûr, ils voulaient leur part du gâteau, ou le régime à Bakou. Il y avait donc cette immense coalition agissant contre l'Iran, même pendant la guerre dans le nord de l'Irak, en Syrie et en République d'Azerbaïdjan. Un ami d'Erdogan, le dictateur en Azerbaïdjan, tous collaboraient avec le régime israélien contre l'Iran. Mais comme ils n'ont jamais compris l'Iran, ils ont échoué. Et maintenant, vous savez, la prochaine fois qu'il y aura une guerre, je pense qu'elle sera plus décisive. Quand bien même elle surviendrait dans les semaines, les jours ou les mois à venir, elle sera plus décisive. Et alors, ces régimes, certains d'entre eux, devront en affronter les conséquences. Il y aura des conséquences à cela. Donc la chose intelligente à faire pour eux, c'est d'arrêter d'être des agents d'Israël, surtout Erdogan. Il se trouve actuellement dans une situation très difficile en Syrie. Mais vous savez, il est très faible, très vulnérable. Je veux dire, c'est le même Erdogan qui, lorsqu'il a emprisonné ce pasteur et l'a condamné, tout ce que Trump a fait pendant sa première présidence, c'est imposer quelques sanctions. Et Erdogan s'est agenouillé et le lui a remis. Ces gouvernements sont extrêmement vulnérables. Il n'est dans l'intérêt d'aucun pays de cette région de soutenir le régime israélien contre l'Iran. Le régime israélien ne sert les intérêts de personne. Mais en tout cas, je pense qu'il est clair comme le jour que l'Occident s'est lourdement trompé dans ses calculs. Essayer d'utiliser le fils de l'ancien Shah comme outil de changement de régime
est aussi ridicule que lorsqu'ils ont mis leurs espoirs dans l'organisation terroriste MEK pour prendre le pouvoir en Iran. À long terme, j'ai toujours dit que les récits occidentaux sur l'Iran les ont conduits à continuer de se tromper. Et bien que ces erreurs de calcul aient souvent eu des conséquences mortelles, au bout du compte, cela a été au détriment de l'Occident. En raison de son manque de compréhension de l'Iran, du Hezbollah, de la résistance du peuple palestinien et désormais de la résistance mondiale qui existe à travers le monde. Regardez les manifestations et les protestations en Italie, en Espagne, en Australie, au Japon, partout dans le monde. Ils se trompent dans leurs calculs. C'est extraordinaire. Ce sont tous des héros, des millions de héros. Partout dans le monde, les gens manifestent. Ils se trompent dans leurs calculs. Ils se sont trompés avec l'Iran et ils continuent de se tromper partout dans le monde. Et c'est ce qui conduit à des jours sombres pour le régime israélien. Un régime méprisé dans le monde entier n'est pas un régime qui peut durer. Une personne méprisée par tout le monde ne durera pas dans sa communauté. Un régime génocidaire ne durera pas non plus, car le monde ne le tolérera plus. Combien de temps cela prendra-t-il? Je ne sais pas. Mais ce régime ne durera pas. Netanyahou déclare que l'Iran augmente la portée de ses missiles à 8000 km. Ils veulent frapper Mar-a-Lago. C'est incroyable. Oui, il compte sur la stupidité des personnes âgées, je suppose, du segment de la population américaine orienté vers les républicains. C'est le même type qui, depuis 1996, donc 29 ans, répète « il ne reste plus qu'un pas avant que l'Iran ne développe une arme nucléaire ». C'est toujours une question de quelques années. Parfois, il disait que c'était une question de semaines, parfois de mois, mais il le répète, tu sais, depuis 29 ans maintenant. Et maintenant, il est passé au missile. C'est clair ce qu'il cherche à faire. Et cela montre simplement que tout cela n'a jamais eu grand-chose à voir avec les armes nucléaires dès le départ. Trump a affirmé qu'il avait anéanti le programme nucléaire iranien. Il le répète encore et encore. Et maintenant, il parle encore d'attaquer l'Iran. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'armes nucléaires. Il ne s'agit pas du programme nucléaire pacifique de l'Iran. Il ne s'agit pas du programme de missiles de l'Iran. C'est parce que l'Iran s'oppose à l'ethnosuprémacisme. C'est pour cela que l'Iran est perçu comme un régime si dangereux, si brutal et si malfaisant. C'est pour cela qu'on dit qu'il déteste les femmes. Et pourtant, d'après ma propre expérience, dans les deux départements dont je fais partie, l'un en tant que membre et l'autre en tant qu'affilié, les universitaires recrutés ces dernières années sont majoritairement des femmes. Je veux dire, je pourrais parler de ce genre de choses pendant longtemps. Je ne veux pas aller là-bas. Mais toutes ces absurdités à propos des femmes, des droits humains, de la dictature, du régime corrompu, du terrorisme, de l'Iran prétendument exportateur de terrorisme, tout cela concerne la Palestine. Il s'agit du fait que l'Iran est indépendant, contrairement à tous ces autres régimes. Et cela concerne la Palestine. Chaque fois que vous les entendez parler de drogue et du Hezbollah, souvenez-vous, de temps en temps, ils disent que le Hezbollah fait ceci ou cela. C'est exactement le contraire. Les personnes les plus morales de toute cette région sont celles du Hezbollah. Mais ils lancent ces accusations scandaleuses parce qu'ils doivent les diaboliser, parce qu'ils soutiennent le peuple palestinien, parce qu'ils s'opposent au génocide. Ils s'opposent à la suprématie ethnique. Alors, le Hezbollah sera en train de se droguer, et vous savez, ils écraseront la dissidence. Les Iraniens tueront des femmes, frapperont des enfants, mangeront des nourrissons ou feront tout ce qu'on leur prête comme atrocité. Alors qu'en réalité, ce sont les Israéliens qui violent des personnes en prison. Ce sont les Israéliens qui débranchent les nourrissons des couveuses dans les hôpitaux.
C'est le régime israélien qui massacre des gens 24 heures sur 24, jour et nuit, en visant des civils. C'est le régime israélien qui bombarde hôpital après hôpital, qui bombarde des écoles, qui bombarde des tentes, qui brûle des gens vifs. Mais bien sûr, ils continueront à pointer du doigt le Hezbollah, la drogue, l'Iran et tout le reste, les droits humains et tout ça. Oui, merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Thank you for having me. It's a great pleasure. Merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir et un honneur. Et j'espère vous revoir la semaine prochaine. À bientôt.